Bonjour à tous, merci d'être ici pour notre 10e Pitch Feedback Session qu'organisée entre Citygals et l'incubateur HEC. Alors, comme vous le savez, l'idée de cette Pitch Feedback Session, c'est d'avoir donné l'opportunité aux fondateurs et fondatrices de pouvoir s'exercer au pitch et avoir un retour de nos experts sans filtre afin d'améliorer leur pitch dans le fond et la forme. Donc, je vais démarrer par évidemment présenter Citygals. Donc, Citygals, on est la plateforme qui permet aux fondateurs et fondatrices de digitaliser toutes leurs opérations de financement et de partage de capital, que ce soit de BSAR, levée de fonds, l'augmentation de capital, des plans de B spéciaux de BC Advisor. Citygals vous permet de le faire bien plus rapidement et entièrement digitalisé. Donc maintenant, je vais laisser les panels d'experts de se présenter. Donc, Pierre-Méric, c'est la première fois que tu es ici, je te laisse. Bonjour à tous, ouais, Pierre-Méric, je travaille pour un fonds d'investissement, un family office à impact qui s'appelle Made for All, qui investit principalement dans des startups en seed, à 80% en impact, des montants entre 30 et 300 000 euros par projet. Merci beaucoup, Pierre. Qui veut prendre la suite, David ou Julien? Allez-y. Ok, merci Félix. Bonjour à tous, moi je suis David, je suis partenaire d'une société qui s'appelle Angel Square, qui accompagne un bon nombre d'entrepreneurs sur des enjeux de levée de fonds, du seed à la série B aujourd'hui, accompagné un peu plus de 400 startups sur ces sujets-là, avec une belle communauté de business angels, de family office. Et à côté de ça, j'ai monté un club d'investissement qui est dédié à la green tech. On investit sur des startups en pré-seed jusqu'à la série A qui accompagne notre transition énergétique, industrielle et agricole. Parfait, merci beaucoup, David. Alors, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, on a 5 startups. On a Husky, Tactics, Whisperan, Myriad et Ambrosia. Donc, je vais inviter Yann de Husky. On est en pleine saison dans la thématique. Donc, Yann, si tu veux bien partager ton écran. Et voilà, petit rappel, c'est 5 minutes de pitch. Je suis intransigeant sur le temps. Donc, dès que tu me dis go, je lance le chrono et tu auras 5 minutes. Et après, on aura 10 minutes d'échange avec le panel. Ok, On voit ton écran, super. donc tu me dis go et je lance le chrono. Vous nous entendez bien? Ouais, nickel. Ok, super. Go. Go. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis donc Jérémy, donc cofondateur de la structure Kahana, donc qui porte le projet Yuski. Yuski, donc c'est un projet donc qui est porté par 3 associés aujourd'hui. On a Yannick Devin qui n'est pas présent avec nous là, mais qui est conseiller en marketing et UX design. Yann, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Yann Nebou, président de la société. Pour rapidement me présenter mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique des fluides et un master en management administration des entreprises. Et j'ai également une expérience dans le conseil, en management et financement de l'innovation et stratégie des entreprises. Pour rapidement introduire la genèse du projet, donc Jérémy et moi sommes cousins. On a toujours partagé les mêmes passions communes que sont le sport et l'entrepreneuriat, et on s'est retrouvés sur ce projet. C'est ça, donc je continue. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc j'ai fait mes études à La Rochelle. Je suis parti faire le tour du monde pendant 5 ans et aujourd'hui, enfin, donc on partage ce projet entrepreneurial avec Yann. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Yuski. Donc notre solution, c'est tout simplement donc une application web mobile donc, qui règle les problématiques entre les moniteurs de ski et les skieurs à la recherche de cours en les mettant directement en liaison. Donc, après analyse et observation sur le terrain, on s'aperçoit que les moniteurs, leur plus grosse problématique, ils ont une grosse formation technique et ça les rend dépendants à l'école, et l'école, leur problématique, c'est que ça les bride financièrement et géographiquement parlant. Côté skieur, c'est des cours qui sont toujours trop chers, des relations qui sont très compliquées et des cours très scolaires. Donc, notre proposition aujourd'hui, c'est justement arriver à rendre la liberté financière et géographique aux moniteurs et humaniser un petit peu plus et mettre en avant le moniteur. Et côté skieur, ça va être surtout donc de rendre des tarifs intéressants, des réservations qui sont simplifiées et démystifiées en rendant le côté humain moniteur skieur. Alors, le marché de Yuski, tout simplement, dans un premier temps, c'est le marché français. Il faut savoir que l'encadrement du ski, c'est un marché de 480 millions d'euros qui est trusté à 85% par l'ESF et les 15% de parts de marché restantes sont partagées entre l'ESI et des microstructures de type école indépendante ou plateforme. C'est un marché également de 20 000 moniteurs indépendants et de 2 millions d'élèves skieurs qui ont un panier moyen annuel de 250 euros dans les cours de ski.
La concurrence est composée, donc comme je le disais, principalement et un quasi-monopole de l'ESF. Le reste est décomposé avec des plateformes de mise en relation et quelques écoles indépendantes. Et donc, Kahana et Yuski ont la particularité de mettre en avant une application et d'être spécialisés et non généralistes. Les attributs de différenciation de Yuski sont au nombre de 4. Donc, c'est d'abord un modèle économique unique et concurrentiel. Ensuite, un taux de rétention qui est plus important au travers de mécanismes de réseaux sociaux et de gamification. Nous avons également des coûts de structure réduits puisque finalement, nous faisons une activité d'intermédiation au niveau national avec une unique structure et également des cours personnalisés et personnalisables par les moniteurs. La particularité de Yuski est tout simplement d'avoir une application. Donc, par rapport aux autres, nous mettons en place une application qui a 3 dimensions, donc une application sociale au travers du partage comme Strava, par exemple, du partage de sessions de ski, une application gamifiée avec des codes, des jeux vidéo pour rendre vraiment ludique l'application. Finalement, une application immersive, nous y reviendrons plus tard dans le développement de Yuski. Donc, le modèle économique est basé sur une majoration de 5% et non pas une commission, avec 3% de frais bancaires. Donc, les frais bancaires, comme vous le savez, c'est la bête noire des services digitaux et des services d'intermédiation. Sur le moyen terme, nous prévoyons d'ajouter des services additionnels. Donc, c'est des services qui aujourd'hui sont confidentiels, mais on peut bien entendu en discuter en privé après coup. Et sur le long terme, nous prévoyons d'implémenter la vente d'expériences virtuelles complémentaires. Notre équilibre financier est atteint dès la saison 2, donc sur la période 2024-2025, pour un pool de 1000 moniteurs sur 20 000 en France. Il est important de savoir que nous avons déjà 30 moniteurs bêta-testeurs de notre application et un fichier de prospects de plus de 2000 moniteurs. Pour atteindre cet équilibre financier, nous avons besoin de 12 000 skieurs sur les 2 millions, ce qui nous permet d'avoir un modèle rentable et une croissance d'excédent brut d'exploitation annuel à 2 chiffres. Nos besoins sont tout simplement de 200 000 euros, enfin tout simplement, c'est un sacré budget quand même, mais vont nous permettre de développer notre application qui est au stade de prototype aujourd'hui, donc par le biais d'un recrutement de 4 développeurs. Et ces 200 000 euros nous permettront également d'initier le développement commercial, notre acquisition marketing et la structuration juridique de notre société. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Parfait. Honnêtement, comme un premier pitch, on l'a fait pile poil en 5 minutes, donc bravo. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, qui veut démarrer les premiers retours? Pierre, vu que c'est la première fois, je te laisse la main. C'est gentil, merci. Avant tout, je suis désolé pour le bruit environnant. J'espère qu'on va réussir à m'entendre quand même. Je trouve que le projet est très malin sur un secteur qui, effectivement, est encore très peu digitalisé, assez sous-exploité. Mais c'est un marché sur lequel on a du mal à comprendre. Je pense que c'est quelque chose un peu plus explicité dans la présentation. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les skieurs, enfin les moniteurs et les écoles? Quels sont les modes de fonctionnement? Quels sont les coûts associés à passer une saison avec une école, par exemple? Premier retour, un deuxième retour sur les moyens d'acquisition aussi de ces moniteurs. Est-ce qu'il y a des partenariats avec des stations qui peuvent être imaginées, par exemple, avec des loueurs de ski, ce genre de choses, peut-être à l'expliciter. Ok, est-ce qu'on répond aux questions maintenant? Oui, on peut faire, on répond aux questions à chaque fois que l'expert a fini, puis après on passe au prochain. Ok, ça marche. Alors tout simplement, les liens entre moniteurs et écoles sont relativement basiques puisque l'ensemble des moniteurs sont des indépendants et ils apportent leur disponibilité aux écoles actuelles qui mettent en relation avec des clients. Donc en fait, les écoles vont faire toute la partie marketing, mise en relation et les moniteurs subissent entre guillemets les élèves qui leur sont imposés. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et c'est quoi un peu les frais associés à cette partie administrative? Là, c'est très pyramidal parce qu'en fait, tous les jeunes moniteurs qui arrivent sur le marché sont commissionnés aujourd'hui à 40% et après, c'est dégressif
en fonction de leur expérience et de leur ancienneté. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont une énorme problématique, c'est comme chaque école ESF sont des syndicats, chaque syndicat, en fonction de la station, donc quand ils bougent, ils peuvent perdre certains bonus. Et ils ont un peu tous leurs propres règles, ce qui fait que la communication entre chaque école est aussi compliquée et c'est pas toujours évident de bouger au risque de perdre ces bonus-là. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, je sais plus sur quoi porter. Le deuxième aspect, c'était sur l'acquisition à la fois des skieurs et puis des moniteurs. Est-ce qu'on est obligé de faire du marketing digital? Est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent être envisagés? Oui, okay. Alors totalement. Aujourd'hui, on est à l'acquisition de bêta-testeurs essentiellement. On utilise les réseaux professionnels tels que LinkedIn et après on passe aussi par Instagram. On a vraiment l'ambition de miser sur le côté Startup Nation pour aller très vite et nous faire une image un peu sécurisée de l'application et pour venir en fait prendre le contre-pied de l'ESF qui lui a une image très vieillissante et un peu old school. Pour discuter avec les moniteurs, c'est vraiment ce qui ressort. Après, on a en effet toute une stratégie de partenariat qui est prévue aujourd'hui avec les stations, avec des sportifs de renom. Et également, on ne citera pas la personne, mais on souhaite aussi ouvrir une station via un partenariat. Voilà. Donc, on a beaucoup de pistes. Et pour compléter aussi l'acquisition des moniteurs, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a eu quelques moniteurs qui nous ont renvoyé chacun 4 autres moniteurs intéressés. Donc ça se multiplie relativement vite parce que je pense qu'on répond à une réelle problématique. Et côté skieur, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même une vraie tendance à avoir le téléphone dans les mains, ce qui fait que on arrive quand même à rapidement toucher aussi une autre clientèle que celle qui va aujourd'hui sur les pistes. Donc, voilà. C'est bien d'avoir plusieurs pistes quand on fait du ski. Julien, tu vas prendre la main, ouais. Oui, je vais prendre la main, pardon, David. Donc, Julien, bon, je ne me suis pas présenté, je me présenterai à la fin. Merci pour cette présentation. Enfin, on comprend bien. Moi, ce qui me laisse, les trucs qui me laissent un peu sur la fin, c'est que finalement, vous attaquez un marché qui est en quasi monopole. Vous insistez beaucoup sur la différenciation de la proposition de valeur. On a bien compris, le SF, le vieux truc, le vieux mammouth un peu sclérosé. Mais je ne comprends pas comment vous y prenez. C'est-à-dire, c'est un marché en monopole, donc c'est bourré de verrous. Comment vous faites sauter ces verrous, comment vous acquérez vos clients, etc. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu le sentiment que vous ayez démontré comment vous allez rentrer dans ce marché-là. En plus, l'ESF, ça fait quand même partie du tissu économique et social local. C'est l'employeur du village, de la région. Est-ce que les moniteurs ils vont vraiment couper la branche sur laquelle, mordre la main qui les a fait bouffer pendant les 20 dernières années, etc. Donc, il y a une question. Et deuxième question que je n'ai pas compris, vous dites qu'il vous faut 5% des moniteurs et 0,6% des skieurs pour atteindre le break-even. Et là, ça m'a un peu gêné parce qu'effectivement, en fait, il faut beaucoup de moniteurs finalement parce que les moniteurs, ils font des cours avec des niveaux homogènes. Donc, il ne suffit pas d'avoir un moniteur par-ci, par-là, il faut avoir un moniteur pour chaque niveau. Enfin, tu vois, ça paraît assez difficile d'atteindre un niveau d'activité sans avoir un gros volume de supply, enfin, sur le supply side, c'est-à-dire sur les moniteurs, quoi. Vas-y. Oui. En effet, alors pour répondre à la dernière question, c'est bien évidemment pour tout modèle d'intermédiation, le volume est la clé. Et donc, c'est pour ça que notre stratégie, nous, en tout cas, d'ouverture du marché, se base essentiellement sur les grandes stations, donc qui ont un vrai volume de cours. Et de cette manière, finalement, on va pouvoir aussi axer la communication du côté skieur sur uniquement des stations restreintes, tout en ayant un certain volume d'intermédiation. Alors, je ne sais pas si je réponds pleinement à cette question, peut-être qu'on va pouvoir y revenir après. Pour revenir ensuite sur la notion de... alors, j'ai perdu mon fil conducteur. La première question? Ah oui. Okay, bon, alors moi, je peux la compléter. La première question, alors effectivement, on n'a pas dit que ça allait être simple comme problématique à résoudre, mais le gros avantage que ça nous laisse, c'est que chaque moniteur
a un profil indépendant, il n'est pas rattaché directement à une école. C'est-à-dire que si, par exemple, il peut prendre 30% de son temps Bien sûr, il à est être indépendant, mais habitué, il est mono-employeur. eh Donc, bien, pas pas complètement, bref, parce que enfin, c'est pas grave si vous ne nous apportez pas la réponse tout de suite, mais dans le deck, il est trop axé sur la proposition, il n'est pas assez axé sur la faisabilité, les verrous que vous faites, les verrous que vous faites sauter, comment vous allez vous y prendre. Il faut vraiment que vous explicitiez ce côté-là, à mon avis, dans la présentation, quoi. Ok, ça marche. Pas pour conseil. Ok. Ce qui est évident, c'est que enfin, grosse, merci pour le pitch, hein, super, et effectivement bien synthétique, comme on les aime. Mais les solutions, la solution sur laquelle vous reposez votre proposition de valeur, enfin, c'est pas des technologies miraculeuses, très complexes. Donc, bon, s'il y avait quelqu'un qui avait voulu le développer, il aurait pu le faire depuis un petit moment. Et je pense que votre go-to-market, il a considéré. Et demain, le SF dit, si je vois ton profil sur Yuski, je bosse plus avec toi. Bon, Ouais, ils le j'ai feront l'impression que pas. c'est plus un sujet d'une ESN qui un jour va développer, tu vois, l'application mobile de ESF parce qu'il y aura suffisamment de jeunes clients qui diront à ESF, bon, ça commence à être un peu chiant de commander son prof par téléphone ou sur WhatsApp, t'as pas une appli mobile pour nous, tu vois. Donc, Alors, votre relation avec ESF, évidemment, il faut la mentionner quoi, dans votre pitch, dans votre deck. Ok. Moi, j'ai pas de questions très inspirantes, hein. Une marketplace, ça se challenge par son coût d'acquisition et par son volume et comment vous allez en faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas les éléments de réponse. Vous avez une levée qui est plutôt abordable, hein, pour un lancement commercial. Mais bon, aujourd'hui, on est à l'ère où les marketplaces, ça ne lève pas sans preuve d'usage, sans retour utilisateur. Voilà, donc moi, je serais business angel. Je vous demanderai d'aller un peu plus sur le terrain, de faire votre première saison. Et voilà. Et puis, il y a un risque de saisonnalité aussi si vous restez qu'en France, qui est évident pour votre business. Et donc, le go-to-market, il doit être international rapidement. Donc, c'est des enjeux en fait que je challengerai très, très vite avec vous. Mais le temps qui vous est imparti vous laisse pas y répondre. Donc, Exactement. ouais, mais c'est des sujets que vous abordez pas du tout dans votre deck qui fait pourtant 30 slides, ce qui est beaucoup. Donc, Ouais. je pense que vous mériteriez d'être plus synthétique, moins de slides, mais de vous concentrer sur les points qui sont évidents, quoi. Expliquer la proposition de valeur pour une app mobile qui met en relation des skieurs avec des profs. Vous n'avez pas besoin de passer 10 slides pour nous l'expliquer, on l'a compris. Ok. Donc, c'est Ouais. plutôt les questions qu'abordait Pierre, Julien, qui me paraissent. C'est limite une Q&A investir que vous devriez avoir dans votre deck, quoi. Ok. Voilà un peu les retours pour compléter. Et après, même si on est à l'ère d'un contexte économique qui dit à toutes les startups viser la rentabilité, sachez que vous avez quand même en face de vous des gens qui cherchent à revendre votre boîte dans les 5, 7, 10 ans. Bon, faut nous dire que vous êtes rentable avec 200 000 balles dans 2-3 ans, c'est pas très excitant pour un business angel qui à côté de ça, a des softwares qui viennent demander 200, 500, 1 million pour aller faire 10 millions de chiffre d'affaires dans 3 ans, quoi. Euh, donc, voilà, ça dépend quelle boîte vous voulez monter. Si c'est une Ouais. startup qui lève des fonds, c'est sûr que votre discours, il est très PME tech, quoi, très ESN. Ok. Voilà. Et les points de sensibilisation que j'aurai à vous partager. Ok. Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais. Je Très rejoins intéressant. David. Effectivement, on ne voit pas dans le deck quel est le niveau d'ambition que vous fixez, parce qu'il n'y a pas de BP. Donc, on ne sait Ok, pas c'est- très ouais. bien quelle est la nature de la boîte que vous êtes en train de monter. Et comme on n'a pas de données de traction, de coût d'acquisition, etc., on ne peut pas vraiment non plus qualifier les 200 000 balles parce que C'est ça. si tu vas faire du PPC pour aller trouver des skieurs, ça va peut-être s'envoler. Ouais. Ok. Ouais, Eh ben, ok. On fera les modifications nécessaires. ça marche. Parce qu'en vrai, on a toutes les informations. Non, mais merci beaucoup. C'est évident. Merci à tout le monde. Mais effectivement, vu qu'on est un peu, il y a du public, c'est retransmis, il y a des informations qu'on ne peut pas partager. Mais voilà, je trouve mentionner un peu ce genre d'informations. Voilà, retour utilisateur, coût d'acquisition et après, évidemment, un peu les next steps. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci au panel. Merci. Pour notre deuxième start, voilà, parfait. Pierre-Alexis, t'es au taquet. On va vous présenter Tactics. Et voici Pierre-Alexis. Dès que tu me dis go, j'appuie sur le bouton. Eh bien, allons-y.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alexis et je suis le cofondateur de Tactics. Nous permettons aux entreprises de comprendre leurs utilisateurs afin de créer des solutions qui leur correspondent. Pour nos clients, nous créons une solution en ligne afin d'obtenir des enseignements du terrain rapidement et plus souvent pendant l'année. Et pour les participants à leurs études, nous créons une application mobile pour partager des témoignages dans sa vie quotidienne et d'être récompensé 40 € en moyenne par étude. Comprendre ces utilisateurs, c'est aujourd'hui clé et déterminant pour n'importe quelle entreprise et dans la création de n'importe quel produit. Encore aujourd'hui, 35% des entreprises qui échouent, des entreprises innovantes qui échouent, attribuent leurs difficultés à l'absence de besoin. Et l'absence de besoin est aujourd'hui la cause la plus souvent mentionnée. Pour éviter de faire des erreurs, partout en Europe, des entreprises recrutent des équipes et consacrent des budgets pour faire plus de recherches pendant l'année. L'objectif est de mieux explorer les besoins et les attentes de leurs utilisateurs, mais aussi d'évaluer leurs solutions avant et après leur lancement. Pour y arriver, ces équipes vont mener des entretiens utilisateurs, trouver des participants, organiser des rencontres, se déplacer sur le terrain, les interroger en face à face, prendre des notes, puis après les analyser. Tout le monde pense aujourd'hui que cette approche traditionnelle de la recherche est efficace. Pourtant, 78% de cette équipe considèrent aujourd'hui ne pas faire suffisamment d'études pendant l'année pour faute de temps, mais aussi d'outils. Car aujourd'hui, il existe effectivement des solutions technologiques qui très spécifiquement vont vous permettre de tester vos prototypes avant leur lancement et dans une plus grande mesure, faire des sondages. Mais il n'existe pas encore de solution qui puisse être utilisée de bout en bout du processus d'innovation, depuis les premières réflexions jusqu'à l'amélioration continue, et qui permettent à vos équipes 4 choses. Poser leurs questions, préparer leurs études afin d'obtenir des données du terrain qui soient contextualisées, authentiques et spontanées. Trouver en 3 à 5 jours des bons participants pour répondre justement à leurs études. Obtenir en temps réel des réponses à leurs questions et analyser efficacement ces données, en particulier les données issues des témoignages vidéo. Depuis 1 an et demi, nous nous sommes lancés dans l'aventure Tactics et nous avons démarré avec 30 000 €. Au cours de l'année passée, on a lancé les premières versions de la solution, on a acquis nos premières entreprises clientes et surtout, on a convaincu près de 2000 personnes en France de rejoindre notre pool de participants. Et justement, Tactics, on le crée pour toutes les personnes qui font aujourd'hui de la recherche en Europe, pardon. Il y en a à peu près 130 000 aujourd'hui. L'abonnement standard à notre solution coûte 15 000 € par utilisateur. Et alors que de plus en plus d'entreprises font de la recherche et recrutent des personnes pour faire de la recherche, l'opportunité de marché est immense et atteint presque 6 milliards d'euros en Europe. Avec Barthélémy, mon associé, on a lancé Tactics il y a, comme je vous le disais, à peu près 1 an et demi, après s'être connus alors qu'on était tous les deux consultants en stratégie et en innovation. On était tout simplement déçus de la façon dont certaines entreprises qui se disent pourtant innovantes et centrées utilisateurs prennent leurs décisions, beaucoup plus basées sur les études de marché, les préférences des patrons, les dernières technologies à la mode, et pas réellement basées sur l'humain et qui sont en fait les destinataires finaux de ces entreprises. Pour arriver justement à notre vision, on a décidé justement de mettre à profit notre expérience dans le conseil, mais aussi notre savoir-faire en développement informatique pour créer aujourd'hui le point de départ des produits de demain. Si le projet vous intéresse, je serais ravi justement de répondre à vos questions et d'en parler justement après ce webinaire. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Alexis. Tu avais encore 40 secondes. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole au panel qui veut poser les premières questions. Allez-y. David? C'est une super surprise aujourd'hui. Salut Pierre-Alexis, je te remercie pour le pitch très très clair. Alors moi, c'est un sujet que j'apprécie très fortement parce que je pense que bien souvent, on crée des boîtes et des produits sans partir du besoin utilisateur. Donc, développer une solution qui va aider les équipes produits, tech, à mieux sentir ça, ça m'intéresse énormément.
Moi, je n'ai pas très bien compris en fait ce qu'allait faire la solution, très clairement. Est-ce que tu peux venir un peu plus dans le détail sur ça va être quoi c'est quoi le produit aujourd'hui, ça va être quoi demain, et quelles sont les premières fonctionnalités en fait que tu proposes à tes utilisateurs et Bien sûr. quel va être le modèle associé? Bien sûr. En fait, tu vas pouvoir utiliser notre solution dès lors que tu as des interrogations auxquelles tu souhaites apporter des réponses lorsque tu conçois ton produit. Ça peut être pour comprendre le quotidien de tes personas. Ça peut être pour comprendre aujourd'hui quelles sont les solutions qui existent et si les gens sont satisfaits dans leur usage quotidien. Ça peut être aussi pour trouver des idées en interrogeant directement des participants dans leur vie quotidienne. Ça peut être aussi pour vérifier des concepts, des idées, faire tester des prototypes en contexte réel d'usage avant de les lancer. Et ça peut être aussi, une fois que les produits sont lancés, pour en fait comprendre comment est-ce qu'ils sont utilisés et s'il y a des améliorations à apporter. Désolé de t'interrompre, tu es en train de répéter ton pitch. Et en fait, c'est la proposition de valeur de n'importe quel institut de sondage ou agence marketing. Donc là, la Ouais, proposition de valeur, je la comprends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la solution technologique qui te permet d'être compétitif, scalable par rapport à ces agences-là, bien sûr, qui vendent la même proposition de valeur, hein, bien sûr, mais manuellement. bien sûr. Effectivement, on va avoir des instituts d'études, aussi des cabinets de conseil qui vont proposer des prestations de services sur des sujets de recherche utilisateur. Le problème de ces prestations de services, c'est qu'elles sont lentes, chères et pas du tout scalables et pas du tout flexibles. Le fait d'avoir une solution en interne pour justement son personnel, pour qu'elle puisse se réaliser rapidement à moindre coût, comparé justement à des prestations de services, et dès qu'elles en ont besoin, nous donne un avantage concurrentiel par rapport justement à ces prestations de services. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit plutôt les instituts d'études comme des clients potentiels de notre solution. Euh, Désolé, et là, Pierre-Alexis, je t'interromps à ouais. nouveau, hein, je suis très embêtant, mais c'est pas grave. Hmm. Tu ne réponds toujours pas à ma question. C'est quoi la solution concrètement? Enfin, visuellement, on la voit pas. Et là, tu es en train de broder. Enfin, je ne vois pas ce que c'est la solution exactement. Montre-nous le produit. Ouais, Voilà. mais Alors, le tu vois, produit, utilise ces slides-là et comme tu avec 5 minutes, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu prennes plus de temps pour me parler des fonctionnalités, en fait. Je sais pas si mes questions étaient très claires, mais je pense que là, on va y arriver. oui, bien sûr. Donc, en fait, le produit, c'est une plateforme aujourd'hui sur laquelle tu vas pouvoir trouver deux outils différents, Tactics Panel, Tactics Journal. Tactics Panel, il va te permettre de recruter des participants à l'intérieur de notre pool propre de participants, donc 2000 personnes partout en France, mais aussi en invitant tes propres contacts à postuler à tes études. Donc ça, c'est le premier outil qu'on a. Le deuxième outil qu'on a, il s'appelle Tactics Journal, et il va te permettre, en tant qu'utilisateur, de collecter des témoignages à différents moments du quotidien de tes participants. Donc voilà Ok, comment mais la solution. des solutions pour prendre des user feedback, il y en a déjà sur le marché. Tu les présentes pas du tout. Et en fait, donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu interviens pré-produit. Sur tout ce qui est user research, pendant l'usage du produit, il y a déjà masse de solutions sur du feedback quantique, quali, enfin voilà. Hmm. Même, tu devrais les citer d'ailleurs, normalement, dans ton pitch. Est-ce que tu peux préciser ton positionnement par rapport à ces solutions-là? Bien sûr. Alors, par rapport aux solutions de feedback produit, globalement, aujourd'hui, ce qui existe, c'est donc des solutions comme Maze, par exemple, Testapic. Ça va vous permettre de faire du test d'usabilité. Donc, par exemple, tester la façon dont les gens utilisent votre solution, votre maquette, votre prototype, avant, après son lancement. Donc là, c'est vraiment, disons, des solutions qui sont centrées produit au départ. Nous, on a une solution qui est plutôt centrée sur l'utilisateur et sur l'humain. Et en fait, on va s'intéresser pas seulement aux moments lors desquels il va utiliser le produit, mais en fait, tous les moments clés de son quotidien qui vont t'intéresser en tant que researcher. Ça peut être des moments lors desquels, par exemple, on peut avoir envie d'utiliser une solution, mais qu'on n'en a pas. Ça peut être des moments lors desquels on va aussi, par exemple, avoir une idée pour améliorer une solution sans pour autant l'utiliser. Et en fait, on va la partager. On va la partager justement grâce à l'application. Donc, en fait, je dirais que c'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir par rapport aux solutions de test. C'est que nous, on va en fait pouvoir t'offrir des enseignements vraiment de bout en bout du processus d'innovation et pas juste lorsque tu conçois ta solution en ligne. Ok, ça commence à être un peu plus clair pour moi. Je te remercie. Parfait, Je me permets merci. d'enchaîner, sauf si tu as Ouais, vas-y, vas-y.
Effectivement, en fait, tu passes beaucoup de temps à expliquer le concept sur ton pitch, ce qui est très dommage parce que tu as 5 minutes et en 5 minutes, on n'a pas vu qui était derrière le projet, on n'a pas vu l'équipe, on n'a pas vu la concurrence comme a souligné David, on n'a pas vu quelle est l'attraction déjà, etc. Je pense qu'il y a une façon très simple de tout de suite beaucoup plus vite nous faire comprendre ce que tu fais, c'est présenter un use case d'un truc que tu as fait avec un de tes clients, McKenna, Lavas, etc. Et passer plus de temps sur effectivement ce qu'on a fini par comprendre avec les deux produits, ton panel, ton off panel, ton offre, et gagner du temps là-dessus. Parce que là, pour le coup, tu vois, en 5 minutes, j'ai juste vu l'espace concurrentiel dans lequel tu te positionnes. Pareil, un autre point à expliciter, moi j'ai mis du temps à comprendre sur le long de la présentation. Si tu faisais de l'étude UX, si tu faisais de l'étude de branding, de brand recognition, si tu faisais de l'étude marketing type institut de sondage, c'est des choses qu'il faut très vite expliciter parce que c'est des marchés qui sont un peu différents avec des acteurs très différents. Voilà. C'est un peu les retours que j'avais à faire. Je ne sais pas si quelque chose. Oui, non, je te rejoins complètement. C'est dommage que tu tiens un très beau sujet. Les études Calicorti, on en a tous fait, c'est super cher, les acteurs traditionnels, etc. Vous avez l'air de très bien connaître votre domaine. Je pense qu'il faut que tu rodes ton pitch vraiment pour que tu vois que ça devienne que tu séduises, que tu sois concret, que tu nous donnes des exemples. Moi, j'ai pas compris ce que tu avais comme traction. J'ai vu 4 super logos de clients dingues, mais j'ai pas bien compris ce qu'ils font avec toi, où tu en es, etc. J'ai pas compris ton prix. À un moment donné, tu as lancé un prix, là, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas compris. Voilà, donc passe moins de temps sur la finalité et puis sois beaucoup plus concret. Effectivement, prends un use case ou déroule, tu vois, la façon dont tu te démarques par rapport à la concurrence, comment tu vends, qu'est-ce qui a amené ces gros comptes à venir chez toi, etc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions du panel? Non. Est-ce que tu as des questions pour le panel de ton côté, Pierre-Alexis? Non, très clair. Merci beaucoup pour vos retours. Moi, je peux Parfait. rajouter une question qui, je pense, tombera Ouais. très vite quand tu continueras à présenter le sujet, qui sera la question de la sélectivité et de la qualité de représentation de tes recrutés, de tes participants. On a tous effectivement déjà fait des études de marketing. Certains aussi l'ont fait en tant que participants. On voit très vite qu'en fait, il y a des billets énormes sur les recrutements. Et donc, je pense que quelqu'un qui connaît le secteur, c'est une des toutes premières questions qu'il te posera également. Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Alexis. Merci. On va passer à notre prochaine startup. Alors, Brice, je vois que tu es là. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Écoute, tu veux partager ton écran et dès que tu me dis go, je D'accord. lance Ok. le chrono. En tout cas, merci de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir et un honneur. Donc, je vais partager. Vous me dites quand vous… Là, on le voit, mais tu peux le mettre en plein écran. Parfait. Là, c'est bon. On le voit. C'est bon? Yes. Tu me dis go, je lance. Parfait. Ok, c'est bon. Donc Westpran, avec notre, on va dire, phrase chère à nous, donc Shaping the Future of Green Tech, façonnons ensemble le futur de la Green Tech. Donc, moi, je m'appelle Brice Genesini, je suis le président et cofondateur de Westpran avec Emmanuel Cornillot. Je suis docteur en pharmacie et j'ai rencontré Emmanuel à l'université car c'était mon professeur de biologie. Comme expérience, j'ai cofondé Medlock, qui est une application web et mobile pour les pharmaciens, qui est déployée sur l'Apple Store et le Play Store. Et avant cela, en tant que passionné de biotech, j'ai créé une société de biotechnologie spécialisée dans les micro-ARN à Londres. D'ailleurs, c'est comme cela que j'ai été amené à revoir Emmanuel pour son expertise en oncologie. Emmanuel, il est professeur des universités, il travaille à l'INSERM sur les protéines et sur des thématiques liées au cancer et à la biologie cellulaire, entre autres. Suite à une série de découvertes, par ailleurs publiées dans de grandes revues scientifiques comme Nature, il a souhaité passer aux applications et c'est dans ce cadre entrepreneurial qu'est née notre collaboration.
Ainsi, nous avons souhaité mettre nos compétences au profit de la résolution de problématiques industrielles. Avec le réchauffement climatique engendré par l'homme, la vie pourrait bientôt être menacée. Je ne sais pas si vous connaissez le robot Wall-E. Même les accords de Paris en 2015 ne pouvaient rien faire pour contenir cette situation désastreuse. Pourtant, on sait éperdument que cette situation est provoquée par les gaz à effet de serre générés par l'homme. On sait aussi que le premier facteur du réchauffement climatique est le CO2. Plus de 36 milliards de tonnes de CO2 liées à la combustion énergétique et aux process industriels en 2021. Les besoins de décarbonation sont tellement énormes, avec des estimations de l'ordre de 7,6 milliards de tonnes en 2050, que les projets de capture et de stockage du carbone sont largement insuffisants. Alors, est-ce qu'on va attendre tranquillement que les robots ou une intelligence artificielle trouvent une solution? Bien sûr que non. Il y a une lueur d'espoir. Et pour nous, cette opportunité d'utilisation du CO2 et de captation et de valorisation représente 550 milliards de dollars d'ici 2050. La solution, c'est Westpran. Chez Westpran, nous sommes une start-up spécialisée dans la biologie synthétique. Nous sommes des experts de l'annotation des protéines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que nous travaillons sur une technologie innovante de capture et de valorisation du CO2. Par valorisation, j'entends la transformation du CO2 dans une molécule chimique qui va être utilisée dans l'industrie, comme le méthanol ou l'éthanol, l'acide, même des polymères comme l'acide hyaluronique ou des plastiques comme à base d'acide lactique. Donc notre procédé, il s'appuie sur l'électrocatalyse enzymatique qui accélère les réactions biochimiques de manière propre et qui consomme très peu d'énergie. Le business model choisi est basé sur du XaaS, ou Anything as a Service, une solution clé en main de souscription annuelle. C'est la tendance de l'industrie 4.0. Le client fait un paiement initial à la configuration du site et un paiement annuel récurrent pour la capture et la valorisation du CO2. Pour la segmentation client, nous allons cibler principalement les industriels, notamment les aciéries, les raffineries et les centres d'incinération des ordures ménagères. Nous pouvons aussi intervenir sur des projets de capture et de stockage du CO2 en s'intégrant verticalement. Au niveau de notre roadmap, ce que nous, on cherche, c'est 10 millions d'euros sur 3 ans en 2 étapes. Une première étape de 18 mois de 2 millions d'euros pour financer notre laboratoire et valider les dernières hypothèses, et ensuite passer au pilote industriel avec un besoin de financement de 8 millions d'euros. Ensuite, à partir de 2026, un financement de l'expansion à définir. Évidemment, le recrutement de talents pour accroître nos compétences scientifiques est prévu dans le financement. Pour info, le chiffre d'affaires pour un client type serait de l'ordre de dizaines de millions d'euros par an pour un site, pour un seul site. L'expansion internationale, notamment en Chine et aux États-Unis, où résident les industries les plus polluantes, sera planifiée. Nous avons déjà d'ailleurs des discussions avancées. Pour conclure, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux technologies de capture et de stockage du CO2 est important. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'elle pourrait contribuer jusqu'à 20% des efforts de réduction des émissions en 2050, dans un contexte de diminution par 2 des émissions mondiales entre 2005 et 2050. Je vous remercie de votre écoute. Voilà. Parfait. Merci. Merci à toi, Brice. Qui veut prendre les premières questions suite à ce pitch extrêmement imagé? Je peux démarrer. Merci, Brice. Tu as pris une position assez radicale parce que pour diminuer l'empreinte carbone de ta présentation, tu n'as rien écrit sur tes slides. Ça a piqué notre intérêt, mais c'est assez… bon, c'est un pari. Non, écoute, c'était sur un gros sujet ultra technique, extrêmement d'actualité. Bon, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Si ton client, si chacun de tes clients, ils peuvent te générer un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par site,
pourquoi est-ce que tu cherches pas un investisseur corporate, un partenariat avec un grand groupe qui te finance un proof of concept, un pilote tu vois, je pense que ce type de projet, il s'adresse pas à des angels ou des VC early stage traditionnels. Enfin, je me trompe peut-être, j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre et de David, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ta cible d'investisseur. Et puis le deuxième sujet, c'est technical evidence, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu as comme preuve de ce que de la validité technologique de ce que tu avances, sachant que bon, moi, ça m'apportera pas grand-chose, parce que je suis pas du domaine, mais il y a quand même enfin, ouais, on a du mal à comprendre de quoi il retourne, quoi. Quelle est la technologie qui sous-tend la solution. En fait, donc à un moment, je l'ai dit dans une diapositive, je parlais d'électrolyse enzymatique, c'est-à-dire que vu qu'on nous possédons la science et la connaissance des protéines, nous les possédons déjà, il suffit de les coller sur des électrodes et en fait, c'est ça qui fait la réduction du carbone et qui le transforme dans des molécules d'intérêt. Quand vous dites qu'il faut chercher des investisseurs corporate, j'entends votre analyse. Je ne la partage qu'à moitié pour la simple et bonne raison que au niveau où on en est, il manque la mini étape on va dire, de compactage de tout cet ensemble. Mais évidemment, on discute déjà avec des VC, on va dire corporate, on va dire, de ces fonds d'investissement qui appartiennent à ces grandes entreprises industrielles qui émettent aussi un intérêt fort. Il y a une deuxième raison aussi pour laquelle je cherche des investisseurs plus tech. D'une part, c'est pour la valorisation de l'entreprise et d'autre part, pour aussi une raison de propriété à 100% de la propriété intellectuelle qui, par la nature des inventions que l'on trouve, génère une multitude de brevets et nous voulons les posséder à titre exclusif sans discuter avec qui que ce soit d'autre, dans la mesure du possible. Mais voilà, et on veut être une boîte de tech. Donc, Bon, Brice, comme t'es pas là pour te justifier, parce que tu n'en as pas le temps et qu'on est surtout là pour te donner des bons conseils pour ne pas rater tes prochains pitchs, je vais prendre la passe que m'a faite Julien et j'en ferai une à Pierre. Merci pour le pitch. Très honnêtement, et je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que l'exercice est raté. Parce que demain, tu l'as dit, toi, ce que tu vises, c'est de discuter avec des VC ou des gens qui comprennent ce que tu fais. Et c'est pas en nous faisant passer un dessin animé que tu nous fais avaler après la pilule du documentaire Arte auquel on n'a rien compris. Donc l'exercice est vraiment raté. Mais c'est pas un souci parce que évidemment il y a de la technologie. Tu as un parcours d'entrepreneur qui vient légitimer ce que vous avez développé avec ton associé. Et donc j'ai juste envie de refaire l'exercice en perso pour comprendre. Parce que là, on n'a rien compris de ce que vous faites, du potentiel. Donc voilà, je pense que tu as essayé de simplifier quelque chose de très complexe, mais avec la mauvaise méthode. Et ça aurait pu passer sur un TEDx, juste au moment où tu as parlé de la techno, mais certainement pas dans l'exercice qu'on te proposait là, c'est-à-dire de pitcher devant des investisseurs pros qui investissent régulièrement dans la tech et donc qui ont envie juste de voir si en 5 minutes, tu arrives à nous éclaircir sur le potentiel de votre techno. Voilà, donc c'est pas en nous mettant des slides de dessin animé que tu arriveras à convaincre des VC corpo ou des investisseurs qui investissent dans la deep tech. Et je pense que ton deck, il doit être complètement différent en meeting investisseur, non? d'accord. Oui, c'est bien. En fait, est-ce que vous avez eu le temps Justement, Brice, de regarder celui que j'avais intervenir. envoyé en Moi, j'ai amont? vu le deck que tu avais envoyé qui est beaucoup plus à propos sur Exactement. un sujet deep tech, industriel, etc. Tu vois. Ouais. Pas besoin de nous faire rêver. Ouais. Sur le pitch, tu as passé beaucoup de temps à parler de la crise climatique, qui est un sujet qu'aujourd'hui tout le monde connaît, ou sur lequel on a tous à peu près des échelles, etc. Or, ta solution est quand même très technique, et c'est là-dessus qu'il faut passer du temps. En fait. Dans ton pitch, tu vas dire que tu vas faire de la réduction de CO2, on est tous maintenant conscient qu'il y a un marché de CO2, etc. Et là où on prend moins et où tu nous perds, c'est quand d'un coup tu vas parler de l'électrolyse. Et là, forcément, on ne sait pas forcément tous ce que ça implique en termes industriels, en termes de CAPEX, en termes de PEX à l'année, ce genre de choses. Et donc, c'est un peu dommage parce que ton deck que tu avais envoyé était beaucoup plus tourné comme ça. Et en fait, on comprenait beaucoup mieux.
Exactement. Et le deck que tu avais envoyé, pour le coup, était passionnant. Et c'est pour ça que David dit que ta présentation, elle est ratée, parce que, enfin, elle n'est pas ratée sur le fond, elle est ratée sur la forme, parce que, en fait, on s'est retrouvé, on a En retrouvé fait, aucun des éléments qui. c'est une fausse note. Ouais. C'est juste une fausse. Tu nous as joué une fausse partition, la mauvaise partition. Je pense que ça aurait été bien que tu proposes avant de faire la présentation celle que tu voulais faire là maintenant, parce elle était surprenante. Et je pense que, tu vois, Félix t'aurait vite dit attention, tu fais fausse route. Voilà. Sur la techno, comment tu la vulgarises en 1 minute? Est-ce que, tiens, on peut refaire l'exercice sur 1 minute? Je ne sais pas si on en a le temps, Ouais. Félix, mais en 1 minute, tu racontes comment? Je suis investisseur deep tech, on se rencontre à un salon, là, à Hello Tomorrow, dans quelques semaines. Comment tu me présentes en 1 minute votre technologie et son potentiel? Alors, ben, je te dirais, comme ça, dans un salon, si on se croise, je dirais qu'en fait, on vient prendre des électrodes, on vient dessus coller nos enzymes, et en fait, l'énergie, l'électricité apportée par les électrodes va venir donner des électrons à nos enzymes pour effectuer les réactions de réduction du CO2 dans un biocarburant. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on prend un gaz, on le fait passer dans de l'eau à travers nos électrodes, et là, les enzymes agissent sur la réduction et donc opèrent cette opération. Et donc, nous, à la fois, on se base sur 2 marchés, à la fois sur le marché de la capture du carbone, qui est un marché à part entière, mais aussi, de l'autre côté, sur la vente du produit issu de cette réaction, qui sont déjà des marchés très matures, qui existent déjà, à part que, ben, au lieu de prendre du méthanol ou de l'éthanol issu d'énergie fossile, on va prendre du méthanol ou de l'éthanol issu d'émissions des industries. Ça fait 1 minute. Depuis qu'on a Une dit 1 minute. minute, mais à mon avis, tu peux encore mieux vulgariser. En gros, c'est une technologie de méthanisation que vous avez développée. C'est de l'électrolyse enzymatique, c'est différent. On ne laisse pas le méthaniseur, c'est que vraiment tu vas venir compacter des choses, de la biomasse, etc. Là, c'est vraiment une Ouais. fumée que l'on va transformer. D'accord. Bah, tu as une technologie en lien. Et ce qui est intéressant, c'est, tu vois, la méthanisation, c'est un concept technologique qui est plus ou moins connu, vulgarisé. Enfin, voilà, on sait ce que c'est. Toi, tu as un concept technologique ou une solution technologique qui est différente, tu vois, peut-être plus performante. Bah, avant de l'expliquer, tu peux, tu vois, nous contextualiser davantage, tu vois, les technologies aujourd'hui qui sont utilisées pour exploiter l'énergie déployée par les déchets et aujourd'hui, à travers la méthanisation, ce qu'on en retire. Est-ce que toi, à travers ta technologie, quel impact tu as? Et après, si tu veux, quand tu as quelqu'un en face qui comprend ta technologie, là, tu nous parles de procédés enzymatiques et tout ça, et de l'eau qui passe et tout ça. Mais tu n'es pas face à un ingénieur, tu es face à un investisseur potentiellement qui comprend rien de ce que tu as. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de dire, OK, mon concept technologique, il se positionne en alternative à ce vieux autre concept. Il est beaucoup plus performant et ça va procurer tel impact. Et en gros, le produit qu'on déploie, c'est du biocarburant avec un marché qui est comme ça et qui est ultra prometteur. Et là, en 1 minute, tu m'as attiré. Et je te dis, OK, bah vas-y, on se pose 1 heure, tu m'expliques comment ça fonctionne. Donc, il faut qu'on parle avec plaisir pour s'en parler. Mais ce qui est évident, c'est qu'en 1 minute, sur le salon, tu as tenu 1 minute, mais je suis encore en train de me faire des nœuds au cerveau. Donc, on pourrait peut-être un peu retravailler la façon dont tu le présentes en 1 minute, quoi. D'accord. Mais très intéressé. Il y a Bah, un autre point de retour. C'est assez rare qu'on dise à un investisseur, je vais avoir besoin de 10 millions dans 3 ans. Ça fait peur. Par contre, me dire, en fait, alors, j'ai dit sur 3 ans. pour atteindre la pré-industrialisation, j'ai besoin de 2 millions et voilà comment on va l'atteindre. Et derrière, on aura d'autres financeurs qui pourront venir. J'ai des discussions avec des corporations. Tu vois, c'est que du marketing financier, tu vois, de stratégie, de go-to-market, d'industrialisation et tout ça. Et ça se travaille un peu avec plaisir pour donner d'autres conseils. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de monter un club Green Tech. C'est justement d'accompagner les ingénieurs à mieux présenter leur technologie pour qu'on mette plus de pognon dessus et qu'elles se déploient plus rapidement. Euh, je pense qu'on n'aurait pas trop d'une demi-heure ensemble pour en discuter et je pense que Pierre aussi pourrait être très utile et de faire de très bons feedbacks là-dessus. Oui, et puis en plus de ça, le pitch deck écrit que je vous ai envoyé, c'était, on va dire, la version en cours. Donc, si vous êtes intéressé pour qu'on en avance et que je vous en explique davantage, je peux même vous envoyer le pitch deck complet. Même.
Carrément. Je sais qu'il faut qu'on a un autre projet qui attend. Juste une dernière chose aussi, c'est ce que c'est une étape de pré-industrialisation, en termes de tonnage, en termes de sur une échelle laboratoire, ça peut. Excusez-moi, Pierre, je suis vraiment désolé, j'entends rien à ce que vous dites. Ouais, pardon. Vous m'entendez là? J'ai juste précisé ce que c'est aussi les échelles de pré-industrialisation, industrialisation, etc. L'étape laboratoire, selon les projets, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses différentes. Et donc, pareil, c'est des questions qui sont préemptées si vous les présentez directement. Ok. Mais avec plaisir d'en discuter si vous voulez la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et puis merci de vos retours. David, j'essaierai d'être meilleur sur la forme. Alors. Parfait. Bah, merci beaucoup, Brice. Je suis content Merci. qu'on ait live, il y a 2 points de contact qui sont créés, donc c'est toujours positif. Donc alors, pour le 4e startup, Théo de Myriad, Station, ils font les 3 personnes à Station, je le vois. Bah écoute, je te laisse la parole. Tu peux démarrer, partager ton écran. Et dès que tu me dis go, c'est 5 minutes. Ok, bonjour à toutes et à tous. Vous me direz quand c'est bon. Hop, ça marche pour tout le monde? C'est parfait. Super. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Théo Pascar. Je suis du coup le cofondateur de Myriad. Nous, on est une entreprise dédiée à la création et au développement de politiques de qualité de vie au travail avec une spécialité sur la santé mentale. Mais avant de commencer, je voulais vous poser une simple question. C'est simplement comment ça va? Question très simple, mais je ne sais pas pour vous, dans les entreprises, ça ne va pas fort. Quiet quitting, great resignation. Aux 4 coins du monde, et surtout si notre président continue de nous amener vers le plein emploi, il y a pas mal de problèmes pour les entreprises, notamment autour de l'attraction et de la fidélisation des talents. Alors en fait, je vais m'intéresser à un problème particulier, c'est celui de la santé mentale. Il faut savoir que la situation se dégrade, on le sait tous, mais en termes de chiffres, les arrêts maladie, rien qu'en France, ont été multipliés par 2 en moins de 6 ans. En vrai, c'est énorme, puisqu'un arrêt maladie sur 5 maintenant concerne la santé mentale. Pour les entreprises, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent. Vous avez peut-être vu ce genre de magnifiques affiches qui donnent beaucoup envie de les appeler dans les institutions, dans les grandes entreprises. Mais finalement, ces lignes de soutien psychologique, comme on les appelle, c'est un peu les lignes de soutien minimum en fait. Leur utilisation, au meilleur, elle plafonne à 5%, mais dans la réalité, elle est en dessous de 1% à 0, quelque chose. Et pour vous montrer l'écart abyssal qui existe avec le besoin, je vous ai pris 2 chiffres. Il y a 2 Français salariés sur 3, du coup 2 tiers des Français, qui ressentent des troubles psychiques en 2022. Ça, c'est des chiffres qui viennent d'études que je vous ai sourcées. Et il y a presque 86 salariés qui estiment que c'est à leur employeur d'être responsable de leur santé mentale. Ok, donc quand on a compris ça, on se dit que c'est simple. En fait, finalement, il suffit de répondre aux besoins, parce que les lignes de soutien psychologique ne le font pas. Nous, apparemment, on n'est pas complètement atteint l'objectif, mais chez Myriad, on a atteint quelque chose qui y ressemble, puisqu'on a presque multiplié par 10 le taux d'usage moyen de notre solution versus les lignes de soutien psychologique. Alors moi, je suis là pour vous raconter un peu comment on a fait. En fait, on a fait 3 choses chez Myriad. On a créé un accompagnement, on a créé une plateforme, et avec ça, on fait 3 grandes choses. On a replacé l'humain au centre de tout ça, avec des chargés de projet, mais aussi de la personnalisation, des praticiens expérimentés, beaucoup plus de personnalisation que le font en fait les lignes de soutien psychologique. On a mis la technologie comme facilitateur, ça simplifie beaucoup la logistique, etc., ce que ne faisait pas forcément non plus les lignes de soutien psychologique, ni la médecine du travail, soit dit en passant. Et enfin, de l'hyper-personnalisation, donc de la prise d'infos, de la data, pour venir justement créer une expérience individuelle, mais dans le cadre collectif de l'entreprise. Alors, plus concrètement, pour les collaborateurs qu'on accompagne dans nos entreprises, on a 3 piliers, des parcours interactifs, de l'accompagnement et de la cohésion d'équipe. D'abord, les parcours interactifs, on a produit des contenus, on a des praticiens qui sont disponibles, et on va les faire rentrer, les collaborateurs, dans des parcours interactifs, encore une fois en s'adaptant à leurs besoins, en leur posant des questions, en leur faisant des tests, des sondages, et tout ça pour leur offrir une expérience qui est individualisée, et avec un soutien idéalement 24 heures sur 24, si possible. Sur la partie autonomie, quand ce que je vous ai montré avant ne suffit pas, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent avec un praticien, avec une interface qui, je l'estime, est beaucoup plus agréable que s'il existait avec les lignes de soutien psychologique. Preuve en est, on a en général un salarié sur 5 qui va faire appel à cette ligne de soutien psychologique. Notre but, c'est d'aller encore plus loin, de faire des primo-accédants à la psychologie. Et enfin, la cohésion d'équipe. C'est tout ce que je vous ai montré avant, ça marche individuellement, mais il y a aussi plein de choses à faire de manière collective. Et nous, on est là pour soutenir les ressources humaines dans cette démarche. Alors enfin, pour les ressources humaines, le but, c'est d'être un outil de pilotage. C'est ce que ne faisaient pas du tout les lignes de soutien psychologique, c'était des boîtes noires auxquelles personne ne savait rien. Et ça arrangeait bien d'ailleurs les lignes de soutien psychologique.
Alors, petit point sur le marché. C'est un marché qui est estimé à 1 milliard d'euros, celui qu'on appelle le corporate wellness, presque 60 milliards dans le monde. Mais le chiffre qui a le plus intéressé, c'est celui qui est au milieu. Il n'y a qu'une entreprise sur 4 qui a équipé ses salariés avec un programme de corporate wellness aujourd'hui. On estime que c'est un indispensable, que dans les 10 ans qui viennent, avec l'engouement de la RSE, ce sera 100% des entreprises. En termes de traction, nous, on se finance avec un abonnement mensuel en fonction du nombre de collaborateurs par mois. On couvre 2500 salariés aujourd'hui, des petites, des grandes entreprises, des filiales de grands groupes. Je vous ai donné un peu une indication de notre traction. Évidemment, on fait plutôt du MRR sur des engagements mensuels ou annuels. Le but, c'est encore une fois d'accélérer sur la partie commerciale avec ce qu'on appelle du land and expand. On a commencé à bosser avec la police nationale. Le but, c'est de venir s'étendre progressivement dans des grands comptes comme ça. Peut-être à terme, d'aller carrément toucher des assureurs. L'équipe, nous, on est une équipe répartie entre la France et la Chine depuis le début. Le business en France, la partie technique en Chine. On a une très grosse force de frappe technique. Et je pense que c'est aussi un de nos critères de réussite depuis qu'on a lancé Myriad. Et enfin, du coup, nous, on est en phase de levée de fonds pour financer tout ce développement, essentiellement sur le produit, à plus de 40%, et aussi évidemment pour financer la partie du développement commercial à 25%. Voilà, merci pour votre attention et je suis dispo pour vos questions. Ouais, je vais Parfait. commencer. Bah, vas-y, Merci Théo, super pitch, bravo. Franchement, un hyper bon rythme. Tu préemptes toutes les questions, on voit ta solution, on la comprend. Enfin, j'ai bien aimé, c'était hyper convaincant. Après, tu as l'air un peu gêné sur les chiffres et les aspects commerciaux. J'ai pas bien compris ton slide. Là, tu as des logos de clients magnifiques, mais tu as un MRR. Enfin, on n'a pas très bien compris combien tu vends et vers où tu vas. Il n'y a pas de BP, il n'y a aucun chiffre. Et pareil, sur le 1,5 million, ça t'amène où? Pour faire quoi? Tu vois, Donc voilà, mon principal sujet, c'est on a l'impression que tu mets un peu sous le tapis, c'est un peu la poussière sous le tapis sur les côtés business et commerciaux, quoi. Par contre, présentation de la solution top, le problème, le marché, etc. Très bien. OK. Et par exemple, quand tu dis je rentre sur des grands comptes et puis je fais du land and expand, super, explique. Enfin, tu vois, c'est quoi tes données c'est quoi ton NPS, c'est quoi tes données d'usage, comment comment tu vas rebondir là-dessus pour aller conquérir tous les flics de Paris ou tous les constructeurs d'avions. OK. Donc ton prix, par exemple, c'est quoi? Tu vends combien? Bah, évidemment, c'est un prix qui est dégressif avec le nombre de collabs, mais ça va de 2 à 7 euros par collab et par mois. Bah, montre-le. Pourquoi tu l'écris pas? Ouais. Félix, il a la version chiffrée de toute façon, donc vous pouvez la récupérer avec lui. Mais Et effectivement, ton MRR, aujourd'hui, c'est combien? nous, on est à 15 000 de MRR aujourd'hui. Bon, c'est faible, mais il faut que tu expliques que voilà, avec ces clients-là, tu touches, je sais pas combien, tu m'as dit combien, 2500 employés, ils représentent 250 000 ou 500 000 potentiels, et aujourd'hui, tu fais tant de MRR, et puis à terme, tu vois. Okay. N'aie pas honte, c'est pas grave, tu as une super solution, tu réponds à un besoin, c'est pas grave de faire 15 000 euros de MRR. OK. Moi, je trouve que le pitch est super clair. Effectivement, tu prends toutes les questions, il y a du rythme, le hook de début est super clair, on comprend très vite quelle est la friction que vous essayez de résoudre. J'ai pas vraiment de détails à rajouter, peut-être quelques remarques. Alors, les slides équipe, c'est toujours bien de voir vos visages, mais ce qu'on préfère voir, c'est vos expériences. Pas que des logos d'entreprise, mais c'est quoi ce que tu as fait comme poste, les autres associés aussi. Et un autre point, moi, qui était, tu dis que la solution est brevetée. Qu'est-ce qui est breveté? C'est les features, c'est la méthodologie d'accompagnement. Voilà, des petits points à expliciter. À part ça, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que ça, il y a un bon rythme, etc. Moi, c'est des business qui me font toujours un peu peur, le RH. Parce que en fait, tu es très dépendant de ton succès, dans ton repeat d'année en année, des équipes de communication interne, etc. Et donc, c'est des questions probablement d'autres investisseurs que posent moi aussi. Comment tu arrives à animer les équipes en interne, etc. Mais sinon, non, rien à dire, le pitch est très efficace, bien structuré. OK, très clair. Merci. David, après, effectivement, Théo, si tu veux répondre à n'importe quelle question, même de la part de Pierre, au niveau de la communication en interne, c'est quoi les plans que vous avez pour vous assurer que les messages sont bien passés en interne, juste comme ça, vas-y. Sinon, on va passer à David et David va faire son retour. Yes, moi, j'ai compris que tu étais le maître du temps, du coup, je ne veux surtout pas casser le timer.
Non, mais c'est bon, on a du temps là. Ouais. Merci Théo pour le pitch. Effectivement, certainement un de tes points forts, hein. Tu le présentes très très bien. Je suis un convaincu de la mission que vous avez. Je vois aussi des boîtes américaines qui réussissent bien mieux que ce qu'on fait en Europe. Moi, je continue à me poser la question si c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise. Dans le cadre du secteur public, c'est une évidence. Il y a un intérêt évident dans les hôpitaux quand tu vois le turnover, le niveau d'absence et autres, de s'inquiéter de la santé mentale. Et puis, c'est des métiers qui sont hyper lourds à gérer. Mais par contre, effectivement, dans le cadre d'entreprises plus tech et tout, dans lesquelles se sont développées la plupart des solutions historiquement qu'on a eues sur le marché, je me demande si c'est vraiment là. Et en fait, je trouve il y a un truc qu'on n'a pas trouvé, c'est le modèle B2C sur cet axe-là. Quand tu vois la réussite de boîtes comme Calm et autres qui adressent le sujet de la santé mentale à travers le yoga et autres, voilà. Donc, ça fait que, bah, comme Pierre, tu vois, en tant qu'investisseur, on a vu beaucoup d'entrepreneurs essayer de se lancer sur le sujet. On serait intéressant de te positionner par rapport à des Mocacar ou autres boîtes qui ont levé dernièrement, tu vois, sur des tours comme tu les vises, notamment sur des investisseurs comme nous. Donc, c'est des questions qui me viendraient en tête. Tu vois, tu as dit ton go-to-market, comment tu vois le B2C, le B2B, est-ce que tu es sur le bon territoire pour le faire? Et repréciser un peu ta cible entreprise, qui a priori, c'est plutôt du secteur industriel, public. Voilà. Donc ça, c'est toutes les questions qui émergent. Et après, la première chose que je fais en tant qu'investisseur, c'est aller voir les LinkedIn des personnes. Je vois que tu as monté la boîte en 2019. En tout cas, c'est affiché comme ça sur ton LinkedIn. Donc, résultat, je me pose plein de questions sur l'historique. Associé au MRR que tu affiches, on se pose plein de questions. Donc, est-ce que tu marketes bien ton expérience entrepreneuriale sur ton LinkedIn alors que tu faisais du taf à côté? Il y a eu le Covid. Tu vois, fais attention à tout ça dans la présentation, que ce soit sur le web ou même sur ton deck et tout. Il y a plein d'éléments qui réveillent des petits warnings. Tu as 25 employés sur la boîte, sur ton LinkedIn. Donc, j'imagine que tu travailles avec des freelances ou avec des thérapeutes en parallèle. Enfin, tu vois, voilà, c'est toutes les questions qui émergent en quelques minutes là, sur lesquelles tu n'as pas le temps de nous répondre, mais en tout cas, sur lesquelles, à mon avis, tu as des warnings ouais, à essayer ou des feux à éteindre, quoi. Ok, carrément. Ouais, j'ai pris une bonne note. Bah, je sais pas, il nous reste combien de temps? T'as 3 minutes, si tu veux 3 minutes. pour répondre, et après on passera au prochain. Du coup, déjà, Julien, Pierre, David, merci beaucoup pour les feedbacks. Ça aide toujours pour s'améliorer. Sur les chiffres, déjà, Julien, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas en avoir honte. Ça va faire écho avec ma réponse à toi, David, du coup, après. L'expérience de l'équipe, c'est clair, c'est dur de toujours montrer plein de choses, les gens, la taille, tout, mais c'est vrai que les logos, c'est un peu réducteur. La peur du business DRH, c'est un très bon point, Pierre. Ça prouve que tu connais ou que tu as déjà été confronté, etc. C'est vraiment des cibles très spécifiques, faire du B2B avec les RH. Voilà, c'est pas un truc que tout le monde apprécierait, je pense, en B2B. C'est vraiment pas la cible idéale. La responsabilité de l'entreprise, pour toi, David, c'est clair ça va beaucoup évoluer. Il y a des gens qui sont partis de dire qu'on va faire comme les States, d'autres qui, au contraire, disent qu'on va avoir un modèle un peu européen, un peu différent. Et que ça va dépendre un peu des pays. Effectivement, tu vois, en fonction des pays, par exemple, l'Angleterre ou la France, c'est très différent. L'Espagne, c'est aussi très différent. Et enfin, je réponds pour toi pour l'historique, etc. Tu as raison. Ça fait 3 ans qu'on a commencé. Nous, on a commencé en 2020. On était une app vraiment de pure QVT. Avant de se rendre compte, pour celles et ceux qui ont touché à la pure QVT, quel foutoir c'est la QVT. Entre les entreprises qui te vendent des lumières pour pas que ça pique les yeux, celles qui te mettent des plantes pour mieux respirer dans le bureau et les cours de yoga. Non, j'en rigole, mais bon, vous voyez l'idée. C'est vraiment la jungle. Et donc, on a fait fausse route pendant 1 an. 2021, c'était plutôt le labo. On a commencé à vendre en avril 2021. Et c'est là du coup qu'on a vraiment capté les trucs, qu'on est parti dans la direction dans laquelle on est aujourd'hui, avant que ça marche commercialement en 2022. Mais ouais, c'est clair qu'on a fait des premières années hyper lentes, David. Et donc voilà, on ne sait jamais trop, tu vois, comment les présenter. Julien, tu dis voilà, faut pas avoir honte du MR, etc. Si on prend l'histoire récente, j'ai pas du tout honte, mais c'est vrai que si on prend les 3 ans, c'est pas la même histoire. Non, mais tu vois, là, ça s'explique super bien. Tu es à l'aise dans tes baskets. Tu as commencé par la QVT, tu as pivoté, tu as trouvé ta voie. Maintenant, ça démarre. Tu as signé des grands comptes en core customer, enfin en clients initiaux. Alors après, montre-nous tes statistiques d'usage, de rétention, etc. pour montrer que de NPS, etc.
à quel point les utilisateurs sont ravis. Et après, on peut se dire que voilà, sur ce type de clientèle, moi, je crois vachement au HRTech en B2B. Les Personio, Factorial, il y a plein de grosses success stories en ce moment. C'est clair que moi, mes employés, le premier truc qu'ils demandent, c'est mental support. Félix, tu connais bien le sujet. Enfin, c'est mental health, ça revient dans toutes les discussions RH et ils veulent un class pass pour la gym et un mental health support. Voilà, c'est des trucs qui vont devenir des attributs, des bénéfices de base, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Alors peut-être en France, sur les grands comptes, je sais pas, peut-être effectivement il y a une question de territorial, je sais pas. Mais c'est un vrai sujet. Et tu l'abordes avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Merci, c'est notre mission. Parfait. Merci beaucoup Théo. Très bien. Encore une fois, dès qu'il y a des besoins de mise en relation, on le fera après cette pitch feedback session. Donc maintenant, on va arriver à notre dernier pitch de la session. Donc Victor, voilà, parfait. Victor va nous présenter Ambrosia. Je te laisse partager ton écran et dès que tu me dis go, je lance le chrono et je te dis 1 minute avant la fin. Je dirais 1 minute et tu devras clôturer. Cool, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Je vous demande une petite seconde. C'est bon. Vous avez mon écran. Ouais, c'est bon. Ouais, on le voit. Ok, génial. Bon, vous devez le savoir, vous l'avez peut-être entendu dans les journaux récemment, le marché crypto, il s'est totalement écroulé. On est vraiment en période de bear market. Mais vous devez peut-être aussi savoir que les cryptos, c'est un marché qui est très, très cyclique. Tous les 4 ans, on a à nouveau une période de hype et une période de baisse, une période de hype et une période de baisse. Moi, je suis convaincu en tout cas que très prochainement, 2024, 2025, 2026, on va avoir une vague de néo-investisseurs qui va arriver sur le marché à nouveau. Et en fait, cette vague de néo-investisseurs, en fait, elle va faire face à un dilemme. Tout simplement parce que soit elle va investir seule, ces néo-investisseurs, soit ils vont investir via un gestionnaire de patrimoine. Mais il n'y a pas vraiment une solution qui est optimale. Quand ils investissent seuls, très souvent, ils font des erreurs de débutants. Souvent, ils vont faire du trading avec l'effet levier, ils vont acheter des shitcoins, ils ne vont pas prendre le temps de comprendre les fondamentaux, ni même les risques associés. Quand ils vont passer par un gestionnaire de patrimoine, très souvent, ça coûte très cher. Il y a des minimums d'investissement qui ne sont pas accessibles pour la très grande majorité des Français. Et c'est là, en fait, qu'Ambrosia intervient avec vraiment une solution très simple et très facile d'utilisation pour tous les néo-investisseurs, parce qu'on est vraiment à la frontière entre investir seul, de manière vraiment autonome, ce qui offre quand même une certaine liberté, ce qui peut être agréable parfois, mais aussi via l'accompagnement de conseillers, d'experts qui leur recommanderont vraiment une stratégie d'investissement personnalisée. En fait, on est bien conscient chez Ambrosia que quand on met en place un investissement crypto, au début, on est un petit peu terrifié. Et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur un parcours le plus fluide et le plus gamifié possible pour le client. Ce parcours-là, il se fait sur une application mobile. Et dès l'onboarding, nous, on cherche à définir le profil d'investisseur de nos clients. En fait, on va leur recommander, on va leur faire un conseil vidéo personnalisé, compte tenu de leurs attentes, leurs objectifs, et surtout leur aversion au risque. Parce que très souvent, dans les crypto-monnaies, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le risque. Et pour ça, en fait, nous, chez Ambrosia, on n'investit pas sur telle ou telle crypto, mais on investit systématiquement sur un panier de crypto-monnaies. Ce panier de crypto, il fonctionne à peu près comme un indice boursier, qui fonctionne à peu près comme un ETF. Et ces indices boursiers type ETF crypto, en fait, sont composés uniquement d'actifs selon un niveau de risque et un thème bien spécifique. L'avantage, c'est qu'ils ne demandent aucun effort de gestion parce qu'à la fin de chaque mois, on va faire un rééquilibrage et une réallocation de ces indices. Et aussi, dernièrement, vraiment dans une optique de tranquillité d'esprit, il est possible de mettre en place des plans d'investissement programmés où chaque mois, vraiment, on vient investir, lisser son investissement.
Un autre produit qu'on a développé chez Ambrosia, parce qu'on est bien conscient que la volatilité, c'est quelque chose qui effraie beaucoup les investisseurs crypto, eh bien, c'est une solution d'optimisation de son épargne sur des stable coins, donc des crypto-monnaies stables, qu'on vient derrière prêter à d'autres pairs sur des protocoles de finance décentralisée. Et cette tiers crypto, elle permet de générer une performance de 5,5% par an. On est sur un produit d'épargne qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un livret traditionnel bancaire, à l'instar du livret A, sauf bien sûr qu'il y a un poil plus de risques qui doivent être compris par nos clients. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a déjà une petite traction. On a 100 bêta-testeurs qui utilisent notre tiret crypto et on a plus de 1200 personnes qui sont inscrites sur notre liste d'attente et qui sont impatientes d'utiliser notre application mobile. Et pour pouvoir exercer notre activité, il nous a fallu d'être enregistré en tant que PSAN. PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et on a également fait un petit précide auprès de Binance Labs l'été dernier. Notre communauté, elle est principalement composée de néo-investisseurs, vous l'avez compris. C'est un public masculin, plutôt composé de personnes de CSP+. Et le point commun, c'est que toutes ces personnes, elles sont à la recherche de solutions d'épargne vraiment passives et un accompagnement, une personne qui est là pour les épauler au quotidien. Un petit mot sur le business model, parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'aujourd'hui, pour convaincre cette % à l'entrée et surtout des frais de 0, c'est-à-dire le rééquilibrage et la réallocation. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer à la dernière partie. Donc, on est une équipe de 3 cofondateurs et je pense que j'ai envie de terminer par cette partie-là parce que c'est vraiment le point fort de ce projet. On a vraiment des profils. C'est un ingénieur web et blockchain avec plus de 10 ans d'expérience. Il a déjà monté quelques boîtes, notamment dans la crypto. Ensuite, on a Kevin, c'est un avocat en droit des AF avec une spécialité crypto. C'est celui qui travaille sur tous les sujets compliance et avec le régulateur. Et enfin, moi-même, Victor, donc je suis le profil business d'Ambrosia. Et je suis aussi un ancien sportif de haut niveau. Donc, je sais bien ce que c'est que pousser un projet le plus loin possible et en se donnant à 10 000 %. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que j'ai respecté le timing qui m'a été donné. Yes, parfait. Bon, il y a quelques secondes en plus, mais je ne voulais pas couper. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, Victor. Un sujet qui est assez intéressant et d'actualité aussi. Qui veut démarrer les retours? Je laisse la parole au premier qui parle. Ou je vais le désigner. Julien. Moi, je peux commencer si tu veux, mais Vas-y, Pierre, vas-y. je connais pas grand-chose, moi, en crypto. Je trouve que le pitch en tant que tel sur la forme est plutôt bon. C'est assez dense, tu arrives à présenter beaucoup de choses, on comprend à peu près ce que tu fais. Il y a des choses que tu ferais bien de préciser avant, type les certifications AMF, et bien expliciter ce que c'est qu'un expert régulé. C'est très vague, et on est sur des éléments où il faut faire énormément de réassurance. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire, à part ta taille de mon truc, qui me fait un peu peur, parce qu'en fait, tu es en train de bloquer un client qui est toi. Ce qui est bien, c'est-à-dire que tu le connais et tout, et en même temps, tu as toujours ce biais de surestimer ta part dans la population globale. Ouais. Et tu vois, en faisant un rapide calcul, tu vois, tu me cites 12 ans de génération, des revenus qui correspondent aux 5%, en gros, les plus riches, on n'arrive pas à une taille de marché qui soit énorme non plus. Donc, à voir. Ça, c'est un peu ce que j'allais à dire. Et puis ensuite, repréciser bien, mais j'ai eu des problèmes, j'ai eu un problème de connexion à la fin, peut-être que tu l'as dit. Mais pas trop compris le BM et tout. Ok. Mais sinon, sur la forme, je n'ai pas vraiment de choses à ajouter. Je ne sais pas si Julien ou David. Ouais, juste moi aussi, je pense qu'on a eu un problème sur la fin de la connexion. Le business model, c'est un peu sauté. Si tu veux juste le réexpliquer rapidement maintenant, comme ça, s'il y a d'autres questions, ça y répond aussi. Oui, bien sûr. En fait, on veut vraiment avoir un business model le plus transparent possible vis-à-vis de nos clients. Donc, on vient prélever des frais de 2% à l'entrée sur chacun des investissements. Et pour pouvoir nous permettre d'entretenir les thématiques, les indices crypto qu'on développe, on vient prélever des frais mensuels de 0,2%. Donc, ce qui nous permet de faire la réallocation et le rééquilibrage de nos paniers crypto. Parfait, merci. David, Julien, vous voulez reprendre la suite des retours?
Juste un petit point, on a eu du mal, enfin, l'Internet sautait, ta voix, mais pour pitcher les investisseurs, vraiment, qualité audio, c'est super important. Achète-toi un bon casque, un bon micro, enfin, tu vois, sur Internet, il doit fonctionner. Quand ça coupe au milieu, c'est un peu chiant. Yes, Moi, normalement. j'ai pas vu ton BP. C'est quoi ton ambition à 5 ans? Et deuxièmement, j'ai pas vu tes données de CAC et LTV, donc enfin, combien ça te coûte d'acquérir tes clients? C'est quoi l'équation unitaire? Je suis désolé, ça a complètement coupé, ça a frisé, j'ai entendu un mot sur deux. J'ai pas vu ton BP, ton Ouais, business plan, c'est-à-dire tu vas où là, à 5 ans? Et j'ai pas vu tes équations unitaires, ton CAC et ta LTV, donc enfin combien tu dépenses pour trouver un client et combien il te rapporte? Rapporte, là je le vois, ouais. Ok, CAC sur LTV, d'accord. ouais. Petite question, donc la projection à 5 ans, est-ce que c'est pertinent pour une startup qui a un peu plus d'un an et demi d'existence? C'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que c'est enfin, oui, on fait des provisionnels en interne pour savoir dans quelle direction on va, mais est-ce que pour un investisseur, sachant que une startup va énormément évoluer, est-ce que c'est pertinent de faire des prévisionnels sur 5 ans sur une très courte présentation comme ça de quelques minutes? Bah, moi, j'aime bien voir quand même ton modèle à 2% à l'entrée, 0,2% par mois, je ne sais pas combien de CAC, etc., sur la taille de ton marché adressable, etc. Comment ça se traduit en termes financiers? Donc, combien tu vas brûler il est où ton break-even point? Combien tu vas brûler jusque-là? Tu vois, à quel point tes revenus sont exponentiels ou pas? De combien de personnes tu as besoin pour faire tourner ta baraque? Enfin, moi, honnêtement, c'était presque ma partie préférée de voir le BP. Ouais. Mais bon, peut-être que c'est que moi, je sais pas. Mais non, ouais, il faut toujours tirer un prévisionnel à 3-4 ans. L'objectif pour nous, c'est plus de voir les ramp-up, ouais, quels sont les pourcentages de croissance par an, voir quels sont, si possible, les recrutements associés. Mais oui, la plupart des boîtes vont présenter des CA, des OBE, des EBITDA jusqu'en 2027 en ce moment. Ok, 2027-2028. ok, très clair. L'objectif, c'est plutôt de voir comment c'est construit, quoi, que les chiffres en tant que tels. Ok, très clair. Merci Victor pour le pitch. Bon, tu as le malheur de venir pitcher ce type de solution après beaucoup de monde. Ça fait quand même 3-4 ans que je vois pitcher la même chose. Et je n'ai pas senti de différence en fait dans ton pitch de tous les autres pitchs. Donc, je me demande ce que tu vas apporter de nouveau par rapport à tous ces entrepreneurs qu'on a vus par le passé monter des solutions, tu vois, d'investissement crypto. Et en plus des ETF crypto, il en existe quand même déjà pas mal. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tu apportes de neuf, est-ce que et tes investisseurs, ils vont attendre de la performance. Donc, en fait, souvent, tu vas comparer tel ou tel acteur en fonction de la performance qu'il apporte, quoi. Donc, j'ai pas senti beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveautés, alors qu'il y en a certainement. Et la valeur ajoutée par rapport à d'autres ETF, d'un point de vue plus technique, je l'ai pas senti non plus. Donc, c'est peut-être des arguments que tu as de tout près, mais qui devraient Ouais. ressortir peut-être un peu plus vite dans le deck. Ensuite, il y a un autre point dont je te fais le retour. Tu parles d'une traction très forte. Bon, tu es sur un sujet fintech où il y a des agréments à obtenir qui sont très longs avant de pouvoir sortir une solution. Je séparerai le temps qui a été dédié à l'obtention des agréments du temps de la traction, qui est en fait, quand est-ce que tu as sorti la version bêta, quoi. Ouais, ok. Parce que 18 mois pour avoir 1200 préinscrits sur un sujet aussi trendy que la crypto. Voilà. Et ensuite, il y a un sujet time to market. Tu passes après un gros drop dans les valeurs crypto. Donc, ça, il faut que tu l'adresses dès le début, hein. Pourquoi c'est intéressant quand même de se positionner maintenant? Pourquoi tu lèves maintenant? Enfin, donc, le momentum que tu choisis là pour faire la levée est quand même crucial. Donc, l'adresser très directement sur tes investisseurs cibles, ça me paraît pertinent. Voilà les retours que je ferai. Et puis, tu es sur un sujet d'acquise. Donc, en fait, on va challenger ta capacité à attirer les meilleurs talents sur l'acquisition des investisseurs.
Ouais, il y a des entrepreneurs qui m'ont toujours hyper inspiré parce que tu as deux choix en fait. Tu as soit le B2C, soit tu développes de la tech en licensing pour des acteurs qui veulent sortir leurs solutions bancaires ou autres. Ouais. Et ceux qui ont fait ce pari-là s'en sont pas trop mal sortis sur les reventes. Et j'ai l'impression que sur le B2C, tu as quand même beaucoup d'acteurs qui ont déjà des portefeuilles clients, néo-investisseurs comme tu décris, des Revolut et autres, déjà bien garnis. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une autre solution B2C ou est-ce que en fait l'axe technologique n'est pas plus pertinent? Voilà. D'un point de vue strat et go-to-market, c'est les questions que je me pose. Ok, ok, très clair. Parfait. Bah écoute, si tu veux répondre au retour ou donner plus d'informations, c'est à toi, Ouais. Victor. Ouais. Bon, pour répondre du coup à le fait que potentiellement tu as des entrepreneurs qui te pitchent des projets à peu près similaires depuis 3-4 ans, j'en doute un petit peu parce que des acteurs régulés, il y en a très très peu. On en compte à peu près 50 dans le monde, des acteurs régulés en tant que PSAN. Donc des acteurs qui peuvent vraiment collecter de l'argent, du fiat, des euros, des dollars auprès d'une clientèle retail. On n'en compte que 50 dans le monde. Donc, et au-delà de ça, des ETP, donc des ETF crypto, c'est vrai, il en existe. Le problème, c'est qu'un investisseur, quand il ne connaît pas grand-chose à la crypto-monnaie, il est quand même livré à lui-même quand il fait face aux 200 ETF crypto qui existent sur le marché. Alors que nous, vraiment, on vient développer vraiment toute cette structure d'accompagnement personnalisé pour chacun des clients qu'on onboard. Donc, on est à la fois concepteur et distributeur des produits qu'on propose à nos clients. Donc, il est là Et tu parles de gestion passive et d'accompagnement, tu vois, c'est là aussi où je note une dissonance, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que tu confonds accompagnement et évangélisation. Visiblement, tu es sur une cible investisseur qui n'est pas encore adressée, sur laquelle tu as de l'évangélisation, pas de l'accompagnement, puisque tu me parles de gestion passive. C'est quelque chose que tu mets en gros, quand tu onboard ton client chez Ambrosia, tu recommandes une stratégie afin qu'il soit quand même, qu'il ne se sente pas réellement seul, indépendant pour son investissement, mais on veut quand même lui offrir cette liberté si demain il a envie de prendre en main ses finances crypto, il peut mettre en place son plan d'investissement programmé, le faire tout seul. Nous, on lui recommande une stratégie d'investissement sur la plateforme d'Ambrosia. Après, il est vraiment totalement libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres points que vous voulez traiter des côtés experts au côté de ton côté, Victor? Ouais, moi j'avais une petite question. Vous m'avez dit qu'il était pertinent de mettre du coup cet aspect réglementation dès le début du pitch. Oui, effectivement, c'est un élément fort de notre projet parce que c'est ce qui a pris le plus de temps avant de lancer l'activité, ça c'est sûr. Mais ça casserait pas un petit peu la dynamique? Excuse-moi. Pour moi, non, tu vois, parce que c'est le glisser en une phrase. Hein. On n'a pas besoin de. C'est juste le glisser, tu glisses en mode. Je sais bien ce que vous allez dire. Non, on vous rassure, on est déjà certifié. Ça nous a pris tant de temps. C'est d'ailleurs une de nos barrières à l'entrée sur le marché. Ouf, tu passes à la slide après. Ok. Parfait. Bah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses côté expert? Non, c'est bon, merci. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup, Victor. Merci à vous, en Parfait. tout cas. Merci. Parfait. Bah, merci à tous, Yann, Pierre-Alexis, Brice, Théo, Victor. Merci de votre présentation. Merci au panel d'experts pour votre participation encore. Bon, on va clôturer cette 10e Pitch Feedback Session. Merci à tous dans le public et qui nous verront sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et évidemment pour tout votre levée de fonds, je parle aux pitchers et au public. Prenez rendez-vous sur Sidigals pour vous accompagner et digitaliser toute la procédure. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous. Au Bonne revoir, soirée. merci. Ciao. Au revoir. Merci.